Dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi, l'homme aurait joué un rôle crucial. Eskander Djouri, de son vrai nom Ahmed Djouri, est né en 1959, dans le 93. À 22 ans, il est interpellé pour vol à main armée, puis relâché, faute de preuves. En 1990, la police note qu'il est une figure montante du milieu parisien. Mais à ce jour, Ahmed Djouri, dit Alexandre Djouri, n'a jamais été condamné. Quel que soit son surnom, Djouri doit sa réussite à un culot exceptionnel et des contacts dans tous les univers. Chez les voyous, il apprend aux côtés de Claude Piétot, dit Petit Claude, un braqueur breton. Dans les boîtes de nuit, il fréquente le tout Paris du showbiz. On le voit ici avec Serge Gainsbourg. Rarement sur la photo, Djouri est proche de plusieurs grands patrons. Serge Dassault ou Henri Proglio, l'ancien PDG de Veolia. En politique, Djouri appartient au réseau de Jacques Chirac. Dominique de Villepin est un ami. En 2006, il se rallie à Nicolas Sarkozy et à ses lieutenants comme Bernard Squarcini, ancien patron du renseignement intérieur, ou Claude Guéant. Vous comprenez maintenant qui est Monsieur Djouri ? Homme de l'ombre tous azimuts au service des tout-puissants. Si l'on prend le temps de vous décrire ce personnage, c'est qu'il intéresse beaucoup la justice française. Alexandre Djouri est arrêté à Londres en janvier 2018, placé sous contrôle judiciaire, puis incarcéré dans l'attente d'une éventuelle extradition vers la France. La justice le soupçonne d'être à l'origine d'un versement suspect de 500 000 € au profit de Claude Guéant. Un versement opéré après l'élection présidentielle, alors que Claude Guéant était secrétaire général de l'Élysée. Pour nous, l'histoire démarre dans le 16e arrondissement de Paris. Tout est calme, paisible. Jusqu'à ce qu'une poignée de militants anticorruption débarque sans prévenir. Ça suit, c'est bon? On se met devant la porte pour qu'on voit le numéro? Ils s'installent sous les fenêtres de l'appartement de Claude Guéant. Donc on y va? 1, 2, 3, Guéant, rends l'appartement! Guéant, rends l'appartement! Guéant, rends Comme toujours dans ce genre de situation, vous avez celles qui suivent l'appartement! et ceux qui ne suivent pas. Ouais. Regardez ça, monsieur, ça va changer votre vie, ça, monsieur! Cette poignée de militants anticorruption en est persuadée. Claude Guéant aurait acheté son appartement dans cet immeuble grâce à un versement d'argent occulte. Nous sommes ici devant un appartement, fruit de la corruption, présumé bien sûr. C'est pourquoi nous demandons à l'État l'attribution du bien immobilier de l'ancien ministre de l'Intérieur à une association d'intérêt public. Guéant, rends l'appartement! Guéant, rends l'appartement! Quelle est donc cette affaire Guéant qui les met en pétard? Guéant, rends l'appartement! Conneries de gauchos, vous dégagez. Merci à tous! Pour y comprendre quelque chose, nous nous sommes plongés dans le dossier. Cet appartement, le voici, avec l'heureux propriétaire dans le grand salon, dans le petit salon et à son bureau. Selon l'acte de vente, Claude Guéant a acheté cet appartement de 89 mètres carrés le 20 mars 2008. Comme le stipule le document, l'acquéreur a payé comptant la somme de 717 500 €. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est que quelques semaines avant cette acquisition, Claude Guéant a reçu sur son compte 500 000 € d'un avocat malaisien, un certain
Rajendram. Pour justifier ces 500 000 euros, Claude Guéant affirme avoir vendu à cet avocat 2 tableaux anciens. Il fournit un contrat daté du 30 janvier 2008, signé par lui-même et Siva Rajendram. L'avocat malaisien, lui, affirme avoir acheté les tableaux pour un client qui souhaite rester anonyme. Claude Guéant complète son dossier par une lettre de Georges de Joncker, expert en tableaux de maîtres anciens, qui écrit « Vos tableaux répondent à l'exigence du marché. Il n'est donc pas étonnant que vous les ayez cédés à votre prix. » Le prix, c'est justement ce qui dérange les enquêteurs. Il ne correspondrait pas à la valeur réelle des tableaux. Ces tableaux, 2 marines dans la tempête, sont signés Andries van Hervelt, un artiste flamand oublié du XVIIe siècle. En 1990, ils ont été vendus chez Christie's. Pas 500 000, mais 22 000 euros à peine, avec les taxes. Soit la cote du peintre a flambé depuis les années 90, soit il y a comme un problème. Pour en avoir le cœur net, nous décidons de nous lancer dans une expertise. On fait d'abord appel au Rembrandt de l'impression. Ici, pas de chevalet, pas de pinceau, pas de peinture à l'huile, non. Une impression couleur millimétrée. Ah ouais, pas mal. Ces tableaux nous plaisent tellement qu'avec Didier à la baguette, on va en faire de petits chefs-d'œuvre. Voilà à quoi ressemblent les marines vendues par Claude Guéant. Ce qui est étonnant, c'est leur dimension, 19,5 par 36 cm. C'est petit pour des tableaux et petit pour des bateaux, même par grand vent. Des peintures flamandes du XVIIe siècle? Où croyez-vous qu'on ait bien pu trouver un spécialiste indiscutable capable de les expertiser? À Amsterdam, on aurait pu s'adresser à un expert du Musée national. Mais on a trouvé mieux. Nous sollicitons Peter de Boer, expert en tableaux anciens. Nous vendons des peintures anciennes depuis 1921. Peter de Boer est bel et bien l'homme de la situation. Regardez, bien sûr, ce sont des copies, mais ce n'est pas mal, non? Ouais, c'est très joliment fait. Vous vous en souvenez? Oui. Si l'expert garde un souvenir si précis de ces tableaux, c'est qu'il en a été un temps propriétaire. Alors j'ai retrouvé. Nous avons acheté ces tableaux en 1967 et on les a revendus peu après l'équivalent de 9 000 euros. Et je les ai ensuite revus chez Christie's en 1990 où ils ont été vendus pour environ 20 000 euros. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire combien valent ces peintures? 30 000 ou 40 000 euros? Pas plus? C'est mon estimation. Et si je vous disais que ces 2 tableaux ont été vendus 500 000 euros, quelle serait votre réaction? C'est une très bonne affaire. Une très bonne affaire. Très bonne. Mais une affaire bonne comment? Très bonne. Sur le marché, ces tableaux ne pourraient jamais atteindre ce prix. Jamais.
L'estimation de Peter de Boer paraît cohérente. Mais qu'en pense l'expert sollicité par Claude Guéant, Georges de Joncker? Souvenez-vous, il affirmait dans une lettre que ces tableaux répondaient à l'exigence du marché. Au téléphone, il en est moins sûr. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Est-ce que ces tableaux valent 500 000 euros? Je ne veux pas dire que ça vaut 500 000 euros, mais je n'en sais rien. Je n'ai pas eu les tableaux, je n'ai pas vu les tableaux, je n'ai pas vendu les tableaux. Vous savez que Christie's les a vendus en 1990 22 000 euros? Ah ben ça, je ne suis pas au courant déjà. Nous, on est allé à Amsterdam rencontrer Peter de Boer. Monsieur de Boer, un expert hollandais qui connaît la peinture hollandaise et qui, s'il a eu ces tableaux, peut mieux les juger que quiconque. Ces deux marines hollandaises, signées Andries van Hervelt, ne vaudraient donc pas plus de 30 à 40 000 euros. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser Maître Rajendram à les payer 500 000 euros, 15 fois le prix? En remontant les flux d'argent, vous allez découvrir que derrière ces tableaux se cacherait un montage très sophistiqué qui aurait été orchestré par un banquier français, Waïb Nasser. Pour cette transaction, il aurait utilisé le compte d'un tiers, un milliardaire saoudien, Khaled Boukhchan. Explication. Le 26 février 2008, le banquier Waïd Nasser opère depuis l'un des comptes d'un ami milliardaire saoudien, Khaled Boukhchan, un virement de 500 000 euros en faveur de l'acheteur des tableaux. Cet avocat malaisien, Siva Rajendram, aurait servi d'intermédiaire dans la transaction. Le 3 mars 2008, Claude Guéant reçoit de cet avocat la somme de 500 000 euros sur son compte BNP Paribas. Et le 20 mars, cet argent permet à Claude Guéant d'acheter comptant son appartement d'une valeur de 717 500 euros. C'est ainsi qu'en moins d'un mois, Claude Guéant aurait bouclé son opération immobilière. En examinant tout ça, nous nous sommes demandé si nous n'avions pas affaire à un versement d'argent déguisé, en vente de tableaux. Alors nous posons la question à un spécialiste de la fraude et du blanchiment d'argent. Ces deux tableaux sont vraiment au centre de l'affaire. Donc les voici. Ce sont des copies que nous avons réalisées. Les vrais sont totalement introuvables aujourd'hui. Selon vous, qu'est-ce que ça peut cacher quand on vend deux tableaux comme ceci, 15 fois le prix du marché? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'un des facteurs de détection d'une histoire de blanchiment ou de commission occulte, c'est effectivement la surévaluation. Et on est ici face à une situation qui est quand même assez unique. D'accord. Dans cette affaire, Claude Guéant, peut-on dire qu'il s'agit d'un versement d'argent déguisé en vente de tableaux? Pour moi, c'est effectivement une opération qui ressemble fortement à un versement occulte d'une commission. On est bien loin de l'époque où on versait les commissions dans des enveloppes directement et on déguise en fait ces commissions sous forme, comme on l'a vu ici, sous forme de vente, par exemple, de tableaux ou d'autres objets. Pour avoir investi les 500 000 euros dans l'achat d'un appartement, Claude Guéant a été mis en examen pour faux et blanchiment de fraude fiscale. Dit comme ça, vous ne voyez pas encore de lien avec la Libye. Mais un lien, il en existerait un. Il passerait à nouveau par Alexandre Djouri et l'histoire de sa magnifique villa située à Mougins. Ah, Mougins. Petit paradis de la Côte d'Azur et des agences immobilières. Ici, pour une belle demeure, comptez entre 5 et 6 000 euros du mètre carré. Ah ouais, c'est pas donné. En 1998, Alexandre Djouri a un coup de cœur pour la région. Pour 700 000 euros, il achète cette gentilhommière de 600 mètres carrés, aujourd'hui en travaux, avec piscine et tennis, nichée dans un écrin de verdure. À l'époque, la maison d'Alexandre Djouri ressemble à ça. 6 chambres avec salle de bain,
un grand salon, une salle à manger, une terrasse, un pool house parfaitement équipé, barbecue et cheminée. Sans oublier le garage et 5000 mètres carrés de terrain. Une bien belle acquisition. Mais en 2009, Alexandre Djouri décide de se séparer de cette propriété. Au prix du marché, selon une expertise réalisée par la justice, cette maison vaut à l'époque 1 800 000 €. Après les tableaux surévalués, voici donc l'histoire de la maison surestimée. Alexandre Djouri va vendre sa villa 5 fois son prix au LAP, le fonds d'investissement libyen, dirigé par son ami Béchir Saleh. Attention, montage financier en vue, c'est compliqué et c'est fait exprès. En 2009, Alexandre Djouri vend sa villa de Mougins pour 9,5 millions d'euros à Bedux Management, une société offshore panaméenne créée pour l'occasion. Bedux Management va revendre la villa pour 10 140 000 € au LAP, le fonds d'investissement libyen dirigé par Béchir Saleh, ami d'Alexandre Djouri. Bedux Management cède le produit de la vente à Alexandre Djouri. Et quelques mois plus tard, Bedux Management boucle l'opération et verse 600 000 € à Khaled Boukchan sur le même compte qui avait été utilisé pour l'envoi des 500 000 € à Claude Guéant. Le plus intéressant dans cette histoire, c'est que toutes ces opérations auraient été réalisées par un seul et même homme, le banquier Waïd Nasser, proche d'Alexandre Djouri. Pour les enquêteurs, la boucle est bouclée. Grâce au fonds libyen, l'argent qui a servi à l'achat des mystérieux tableaux de Claude Guéant aurait ainsi été remboursé. En regardant ce montage, on a vraiment l'impression d'un système circulaire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, c'est un système de compensation finalement assez classique. On n'a même pas fait l'effort ici de déguiser les chiffres, puisqu'on a ces 500 000 € qui apparaissent à chaque fois, avec 100 000 € à un moment donné qui apparaissent au milieu de tout cela et qui ressemblent aussi à une commission de celui qui a pu servir d'intermédiaire. Ce qui nous a frappé, c'est qu'au point de jonction des deux affaires, il y a un seul et même homme, un banquier, là-haut, qui est très proche d'Alexandre Djouri, en bas. Pour vous, l'expert en blanchiment, est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé aussi ? Oui, mais qu'on retrouve très souvent, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, un chef d'orchestre. On a effectivement énormément de personnages, des montages qui circulent d'un pays à l'autre à travers le monde entier, et donc à un moment donné, il faut le chef d'orchestre pour que la partition soit jouée de manière harmonieuse. Éric Vergnier, en regardant ce schéma, on a l'impression qu'il y a un homme qui s'occupe des montages financiers, on l'a vu, Waïd Nasser, mais qu'il y a surtout un donneur d'ordre, un homme dont le nom n'apparaît jamais officiellement, qui est bien caché derrière une société au Panama. Il s'agit d'Alexandre Djouri, qu'on voit ici sur cette photo. Est-ce que c'est aussi votre analyse que c'est lui le grand donneur d'ordre ? Lorsqu'on regarde le montage, oui, ça paraît être le cas. On le retrouve d'ailleurs dans de nombreuses affaires depuis des années. C'est un nom qui revient très souvent dans des affaires politico-financières. Et dans ce montage, on voit quand même que c'est lui qui est à la base de tout, puisque c'est lui qui met en place cette société au Panama, qui, par l'intermédiaire d'amis ou de prête-noms, c'est lui qui vend la maison, c'est un ami de Claude Guéant. Et donc, effectivement, on sent que c'est un personnage très très important et central dans cette affaire. Est-ce qu'on peut dire, en regardant ce schéma, que Claude Guéant a touché de l'argent venant indirectement de Libye ? On peut finalement l'estimer, puisque si on regarde le schéma de très près, s'il se confirme, effectivement, celui qui a réellement payé les 500 000 €, c'est le fameux fonds libyen. Donc indirectement, M. Guéant a reçu de l'argent libyen. Le sachant ou ne le sachant pas ? Le sachant ou ne le sachant pas, mais effectivement, on peut estimer que l'argent vient finalement de Libye. Est-ce que vous diriez que Claude Guéant a été imprudent ? On peut utiliser cet euphémisme et dire que Claude Guéant était imprudent ou très naïf, mais je ne suis pas sûr que M. Guéant soit quelqu'un de très naïf.